Bonsoir. En cette année 2000, le Brésil fête ses 500 ans. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'histoire de ce pays. Aujourd'hui, je vais essayer de comprendre comment le balancement entre terre et océan a donné au Brésil à la fois des atouts. Le pays aujourd'hui est une des 10 premières puissances économiques mondiales, mais a aussi engendré de nombreux déséquilibres économiques, sociaux, régionaux. Alors aujourd'hui, regardons comment marche la première puissance économique du continent sud-américain. Voici le Brésil. Avec 8,5 millions de kilomètres carrés, c'est le plus grand pays d'Amérique latine. Il est voisin de tous les autres États du continent, à l'exception de l'Équateur et du Chili. C'est un régime fédéral avec 26 États, plus le district de la capitale, Brasilia. Il y a 168 millions d'habitants, dont 30% ont moins de 15 ans. Alors faisons connaissance justement avec cette population qui est très mélangée et très multiculturelle. Tout d'abord, les premiers occupants, ce sont les Amérindiens. Ils sont quelques 230 000 aujourd'hui, soit 0,15% de la population du pays, ce qui est très peu. Un très grand nombre ont été exterminés pendant la colonisation portugaise. Et ils vivent surtout aujourd'hui en Amazonie. L'apport africain, lui, est numériquement plus important. Pour travailler sur les plantations de sucre, plus de 3 millions d'esclaves ont été importés d'Afrique en quelques 300 ans, c'est-à-dire entre 1538 et 1850. Aujourd'hui, on compte 6% de Noirs et 38% de Métis dans le pays. Alors que ce soit dans les syncrétismes religieux, la cuisine, la musique, la culture africaine est très présente au Brésil. La population d'origine européenne représente 54% des Brésiliens, surtout des Européens du Sud, mais aussi des Allemands, des Italiens, qui sont venus en très grand nombre au XIXe siècle, surtout après 1850, c'est-à-dire après l'abolition de la traite des esclaves. On a donc une très grande diversité de population, et pourtant les Brésiliens se reconnaissent dans un patrimoine culturel commun. Ils forment une nation, et ce malgré les très grandes inégalités sociales dont on va parler. Alors, cela est dû en partie à l'unité donnée par la langue portugaise, qui est parlée par tous, ce qui d'ailleurs distingue le Brésil de certains pays andins, où les populations ne parlent pas tous la langue nationale. Bien, mais derrière cette relative unité, on peut repérer 3 grands déséquilibres dans ce pays. Le premier, c'est la répartition géographique de la population. 80% des Brésiliens vivent dans les grandes agglomérations, comme Rio et Sao Paulo. L'un des legs de la colonisation, ce sont de superbes villes historiques comme Salvador de Bahia, mais le corollaire, c'est la concentration de la population sur le littoral. On a eu beau construire de façon volontariste des villes à l'intérieur du territoire, comme Belo Horizonte en 1897, Goiânia en 1937 ou Brasilia en 1960, cela n'a pas atténué cette concentration sur le littoral. Brasilia a été fondée au centre du pays comme pour affirmer que le Brésil se tournait désormais vers ses fronts pionniers et que le pays n'allait plus dépendre de l'Europe comme du temps de la colonisation. Le deuxième déséquilibre, le développement économique. On l'a vu la semaine dernière, ce développement s'est fait région par région, presque produit par produit, et aujourd'hui, le territoire brésilien se découpe en 5 principaux espaces. D'abord, le nord-est. C'est la première région du Brésil à avoir été mise en valeur par les colons portugais. C'est la région des grandes plantations de sucre, où travaillaient les esclaves noirs, et cette économie fondée sur l'esclavage a engendré de grandes inégalités socio-économiques. Le Nord-Est est aujourd'hui une région sous-développée, essentiellement parce que les fazendas, c'est-à-dire les grandes plantations de canne à sucre ou de cacao ou de coton, dominent encore économiquement, laissant la majorité de la population sans propriété sur la terre. 1% des propriétaires terriens détiennent 45% des terres. À cela s'ajoute dans cette région de fréquentes sécheresses, et puis les quelques investissements industriels qui ont été faits à Salvador, à Recife ou à Fortaleza, ou bien le développement du tourisme dans cette région, n'ont pas suffi à réduire le sous-développement. Alors, conséquence, pour trouver du travail, les Brésiliens du Nord-Est partent souvent vers le Sud-Est
et leur migration intérieure vient grossir les favelas de Rio et de Sao Paulo. Car le sud-est, justement, c'est le véritable pôle d'attraction du pays. Ce centre économique du Brésil s'inscrit dans le triangle Sao Paulo, Belo Horizonte et Rio de Janeiro. Cette région fait à elle seule 70% de la production industrielle brésilienne, elle fait la majorité du secteur tertiaire du pays, et c'est aussi l'une des principales régions agricoles. C'est grâce au café que le sud-est s'est développé à partir du 19e siècle, et puis la région s'est diversifiée depuis dans le sucre, le soja, le jus d'orange. La région sud, c'est un petit peu la continuité de ce sud-est. Elle est la deuxième grande région économique du pays, elle fait 18% du PIB brésilien, et elle est voisine des 3 autres pays qui ont adhéré au Mercosur, c'est-à-dire le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. Et donc, cette région profite aujourd'hui des retombées du processus d'intégration économique régionale. La transition entre ce cœur économique qu'on vient de voir et l'espace pionnier du Nord se fait par les plateaux intérieurs du centre. C'est une zone d'élevage intensif qui est en train de devenir la nouvelle frontière agricole du pays. La culture du soja a été introduite dans l'état du Mato Grosso et elle s'étend aujourd'hui sur 2000 km de long jusqu'au Rondônia. Et puis enfin, on a la nouvelle zone pionnière du Nord qui s'étend du Rondônia jusqu'au Maranhão. C'est le domaine de la forêt amazonienne, elle fait près de 40% de la superficie du Brésil, elle est très peu peuplée et elle a des ressources en bois et en minerais. Par exemple, le gisement de fer de la Serra de Carajás renferme 18 milliards de tonnes de minerais, soit 4 siècles d'exploitation possible. Cette forêt amazonienne, cela fait maintenant plus de 20 ans qu'a commencé sa mise en valeur, essentiellement par l'ouverture de routes. Cela a suscité les projets les plus fous, des gaspillages énormes, la destruction partielle de cette forêt, le ravinage des sols, le déplacement des tribus indiennes, voire leur assassinat. Alors l'idée pour les dirigeants brésiliens, c'était d'utiliser une partie de cet espace libre pour résoudre la question agraire en important en Amazonie de la main-d'œuvre pauvre du Nord-Est, ce qui devait être aussi un moyen de réduire les tensions sociales. Car le troisième déséquilibre du pays, vous l'avez compris, ce sont les inégalités sociales. Le Nord-Est a les plus forts taux d'analphabétisme, les plus forts taux de mortalité infantile du pays. On y trouve plus de la moitié des familles pauvres du Brésil qui vivent avec moins de 25 € par foyer par mois. Alors on pourrait aussi évoquer les autres formes d'inégalité qui existent dans ce pays. Le niveau d'instruction, le chômage, la discrimination vis-à-vis des femmes, la mise à l'écart des Indiens et des paysans sans terre, même la promotion sociale, qui est parfois proportionnelle à la clarté de la peau, malgré le melting pot brésilien. Alors on a donc un pays qui est en assez bonne santé économique, mais qui est un pays riche, peuplé de pauvres, et qui fonctionne beaucoup sur ces inégalités régionales que l'on vient de voir aujourd'hui, et beaucoup sur une concentration des revenus au profit d'une minorité, tout cela fabriquant blocage et tensions. Alors ces tensions, elles avaient été en partie mises de côté pendant les quelques 20 ans de dictature militaire, pendant ces années du fameux miracle économique brésilien qui a développé et industrialisé le pays. Mais c'est un miracle qui en même temps a fabriqué des liens objectifs, comme on dit, entre une certaine classe sociale favorisée, le pouvoir économique, les investisseurs étrangers et certains milieux de l'armée pour bloquer les réformes et en particulier la réforme agraire. Eh bien, ce sont ces blocages que le régime démocratique brésilien doit aujourd'hui dénouer. Le deuxième thème à retenir en conclusion, c'est ceci. Les aspects négatifs de la mise en valeur de la forêt amazonienne commencent de mieux en mieux à être perçus. Ce mythe des ressources sans fin dans un espace illimité commence à se dissiper. La forêt n'est plus vierge, la nature indique de mieux en mieux ses refus et en fait payer les conséquences aux hommes que nous sommes.